Bienvenue dans ton prochain Shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Vous le savez maintenant, accompagner les ados et les parents d'ados, ça fait partie d'une de mes très grandes missions que je porte en moi. Et je reçois souvent des questions de parents d'ados, puis je trouve que ça se regroupe tout le temps, souvent en fait, là, ça revient tout le temps à les mêmes questions, les mêmes enjeux, même si c'est des réalités différentes. Et j'ai voulu dans cet épisode-ci faire un Q&A où je réponds en rafale à toutes ces questions-là. Donc, si tu es un parent d'ado, si tu es un intervenant aussi qui travaille avec les ados, assurément que dans cet épisode-ci, tu vas trouver des clés, tu vas avoir des réponses à tes questions et tu vas savoir un peu mieux comment intervenir avec ton ado ou avec ta clientèle. Tout ça est vraiment dans le but de vous aider. Fait que si jamais, après l'épisode d'aujourd'hui, tu te dis « Hey, elle n'a pas répondu à ma question », ben écris-moi puis je ferai peut-être un autre Q&A qui sait après ça. Donc voici, dans l'épisode, ça va être un peu différent. Il n'y aura pas tant de continuum, d'histoire, on va dire, de mise en contexte. C'est vraiment, je vous shoot les questions, puis je vous shoot mes réponses et on interagit ensemble. Donc, peu importe si vous écoutez sur ma plateforme Spotify ou YouTube, venez m'écrire en privé au besoin sur mes différents réseaux sociaux. Écrivez des commentaires sous mes épisodes de podcast. Ça me fait toujours un réel plaisir de connecter avec vous autres puis de répondre, de bounce back sur vos interactions, vos questions et vos commentaires. Donc, gênez-vous surtout pas. OK. On commence donc pour la première. Je les ai vraiment pas... En fait, j'ai même pas regardé l'ordre dans lequel je vais les faire. Donc, c'est vraiment très... c'est ça. Au gré du vent, comme on dit. Fait que j'y vais avec la première question que j'avais notée. Comment aider à intervenir auprès de nos ados avec leurs enjeux de santé mentale, comme l'anxiété, quand nous-mêmes, comme parents, on en souffre? Je veux venir rectifier ici. Moi, j'ai recopié tel quel, OK, les questions des parents. J'aime changer les mots parce que je trouve que la portée énergétique des mots, elle est hyper importante. Et le mot « souffrir », pour moi, m'a comme frappée en vous lisant la question parce que dire que je souffre d'anxiété, que je souffre de dépression, de TDAH, que je suis atteint, que je suis affectée ça vient amener une connotation un peu, très péjorative, bien sûr, mais comme si je suis un peu victime de tout ça. Et moi, j'aime bien changer la perception, donc de dire que je vis avec de l'anxiété. Donc, ce n'est pas qui je suis, ça ne m'affecte pas, entre guillemets, ça ne vient pas me mettre dans un état de souffrance, quoique oui, là, tu sais, je viens pas du tout minimiser l'état dans lequel cette problématique-là vient vous mettre, là. Mais des fois, de changer notre regard, notre perception, donc plutôt de dire « je vis avec de l'anxiété », puis des fois, j'ai des ados là, qui me disent « moi, je suis anxieux », puis je leur répète, je leur dis « tu vis avec de l'anxiété, tu as des enjeux d'anxiété, mais tu n'es pas anxieux ou anxieuse, parce que tu n'es pas que ça. Ça ne définit pas qui tu es. Il y a bien d'autres facteurs, bien d'autres facettes plutôt de toi autour qui existent, tu sais. Fait que rappelons-nous que c'est une partie de toi, tu vis avec l'anxiété, comme quelqu'un qui dit « je suis alcoolique », ben tu vis avec des enjeux d'alcoolisme, mais tu n'es pas alcoolique, OK? Donc, c'est vraiment... Parce que quand on défusionne, quand on dépersonnalise cet enjeu-là qu'on vit, ça nous ramène à notre propre pouvoir. J'ai le pouvoir sur mon anxiété parce que je vis avec. Je vis avec cette anxiété-là, je vis avec la dépression, je vis avec un trouble bipolaire, je vis avec un TDAH, je vis avec un alcoolisme. Je vis avec. Donc, moi, je vis avec différentes facettes de moi. Et quand ces facettes-là, je les dépersonnalise, qu'elles ne me définissent pas, ça me permet de reprendre le contrôle là-dessus. Puis dire, attends un peu, là, c'est mon anxiété qui parle. Attends un peu, là, c'est mon alcoolisme qui veut prendre le contrôle. Là. Mais c'est moi, qui a le propre contrôle. Fait que je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Parce que tout de suite, en lisant la question, ça m'a interpellée. Donc, comment aider nos ados quand, par exemple, nos ados ont des enjeux de santé mentale et que nous-mêmes, comme parents, on a aussi des enjeux de santé mentale? OK. Fait que ça, c'est quand même une question qui se répond pas en quelques secondes, en quelques minutes, mais je vais faire de mon mieux pour synthétiser.
j'ai envie de ramener ça à la base. Enlevons le fait que vous êtes un parent qui avait des enjeux de santé mentale. OK? On enlève ça de l'équation. Vous êtes un parent. T'es un parent, point. OK? Je vais parler au-dessus. T'es un parent et toi, comme parent, à travers ton rôle de parent, quand tu es face à des situations que ton ado ou ton enfant vit, tu dois te remettre en question, toi, comme parent. Tu dois prendre la hauteur, tu dois mettre en lumière des choses. On s'entend, là, être parent, c'est vraiment challengeant, là. Quand on est parent, on est forcé, en quelque sorte, de faire face à ces enjeux-là qu'on porte nous-mêmes en nous. Donc, que ce soit des enjeux de santé mentale, que ce soit du stress, de l'anxiété, que ce soit mes propres peurs, que ce soit mes propres blessures liées à mon passé, à mon bagage, que ce soit mes valeurs, que ce soit le fait que toute ma vie, j'ai jamais réussi à mettre mes limites à personne, et là, je suis face à un ado ou à un enfant qui remet en cause mes limites, et je dois apprendre à affirmer mes limites, bien, ça, en fait, que ce soit un enjeu de santé mentale ou pas, je suis comme un peu forcée de faire face à ça, de dire, OK, mon ado me remet en face un peu ces enjeux-là que je dois travailler au final. Donc, tout au long de notre vie, on est face à des situations qui nous amènent à voir qu'est-ce qui est à cheminer, qu'est-ce qui est à débloquer, qu'est-ce qui est à shifter. Et tant et aussi longtemps qu'on ne voit pas ces choses-là ou qu'on ne les shifte pas, bien, il y a des situations de vie qui vont revenir pour nous permettre de les shifter puis de les pratiquer. OK? C'est un peu comme quelqu'un qui va obtenir son permis de conduire, puis qu'il passe son cours, fait un examen, échoue l'examen, repasse un cours, passe des cours, tant et aussi longtemps, parce qu'on se rappelle qu'il y a l'intention de passer son permis. S'il dit, ben fuck off, je veux plus mon permis de conduire, il ne passera pas. Mais tant et aussi longtemps qu'il garde ce désir-là d'avoir son permis de conduire, il va devoir continuer à faire des cours, puis à faire des pratiques, puis à faire des examens jusqu'à temps que ça débloque. Puis ça veut pas dire que le jour où il a son permis, c'est un excellent conducteur. Ça veut dire qu'il a obtenu son permis, il a passé l'examen, il a pu à faire des cours, mais ça se peut qu'il y ait des moments dans sa vie de conducteur où est-ce qu'il va avoir peut-être des semi-accidents. Il va avoir des frousses, des peurs. « Oh mon Dieu, je pensais pas que c'était si glissant que ça. Oh mon Dieu, j'ai pas respecté ma limite, j'ai bu puis j'ai conduit après. Maintenant, je comprends l'importance de. » Donc, il va évoluer comme conducteur toute sa vie. Bien, c'est un peu la même chose quand on est une personne, qu'on évolue, qu'on se dit « Je veux shifter tel enjeu, je veux être capable de mettre mes limites. » Bien, tu vas vivre des expériences de vie où tu vas devoir mettre tes limites parce que tu es en apprentissage de mettre tes limites. Donc, tant et aussi longtemps que ça ne sera pas quelque chose que tu vas avoir shifté, en quelque sorte, tu vas vivre des expériences qui vont t'amener à te pratiquer pour mettre tes limites. Et ça peut être avec tes amis, ça peut être avec ta famille, ton conjoint, tes collègues au travail, mais ça peut aussi très bien être avec ton ado. Fait que je ramène tout ça à la question du départ. Des fois, je m'égare, je m'en excuse. Je ramène tout ça à la question, si ton ado a des enjeux de santé mentale, là, tu commences à faire le lien, là. Et que toi aussi, tu as des enjeux de santé mentale, avant d'adresser les enjeux de santé mentale de ton ado, porte d'abord un regard sur toi, sur tes propres enjeux de santé mentale à toi. Comment toi, tu gères ton anxiété? Comment toi, tu gères ton trouble bipolaire? Comment toi, tu gères l'alcoolisme? Comment toi, tu gères la dépression? Tu comprends? Donc, ramène ça à toi. Et est-ce que ça veut dire que si je veux que mon ado n'ait plus d'enjeux de santé mentale, n'ait plus de symptômes anxieux, ça veut dire qu'il faut que moi aussi, je sois en parfait contrôle de ces symptômes anxieux-là que je vis? Non, non, pas nécessairement. Mais ça veut dire que si mon ado a des enjeux, par exemple, on va prendre l'exemple qui a été donné, puis si mon ado présente des symptômes d'anxiété, bien moi, comme parent, là, assurément que son anxiété vient déclencher ma propre anxiété. Est-ce que je vais me sentir dans la bonne posture, est-ce que je vais être disponible énergétiquement et émotionnellement pour le soutenir quand il va être dans sa crise d'anxiété? Si moi-même, ça vient déclencher une crise d'anxiété, clairement pas, là. Mon ado a des enjeux de comportement. Il va, par exemple, éclater, péter des murs quand ça va pas. Bien, si moi-même, je suis pas capable de me gérer puis que je m'en vais péter des murs puis claquer des portes quand mon ado pète des murs puis claque des portes, tu comprends qu'il n'y a pas... il n'y aura pas de résultat très positif dans tout ça. Mais si moi, je vais adresser mes propres enjeux de colère,
bien là, à ce moment-là, je viens diminuer de l'escalade de la tension, mais aussi, je viens m'aider, moi, à être capable de mieux soutenir mon ado dans ce qu'il vit. Parce que je te rappelle que la base, là, c'est ça. La base de ton rôle de parent d'ado, c'est de soutenir. Tu as fait ta job d'éducation, puis d'inculquer des bonnes valeurs, puis de montrer les limites, puis blablabla. Tu as tout fait ça de 0 à 12 ans. Là, 12 ans, jusqu'à sa vie d'adulte, en fait, pardon, ta job, c'est de le soutenir pour l'aider à construire son identité et qui il veut devenir. Donc, de là, l'importance de venir voir, nous, qu'est-ce qui nous challenge, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand mon ado a certains comportements, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des enjeux dépressifs, des enjeux de comportement, des enjeux de consommation, peu importe ce que c'est. Puis, il existe un nombre très grand, là, je dirais pas infini parce qu'il n'y en a jamais assez de ça, mais il y a déjà beaucoup de ressources, autant dans le communautaire, dans le public que dans le privé. Puis si c'est un enjeu pour vous, pour toi, que tu dis, ben moi, je vis avec la santé mentale et j'ai besoin d'être accompagnée pour gérer ces enjeux-là que moi, je vis, puis que je me sens déclenchée quand mon ado vit telle chose, ben je te dis, à partir du moment où tu vas changer ton état intérieur parce que tu vas changer ta solidité, mon Dieu, excusez, à partir du moment où tu vas changer ta solidité, ta posture intérieure, assurément que tu vas être en mesure d'aider puis d'accompagner ton ado. Parce que, je le répète, ta job, c'est de soutenir ton ado dans ce qu'il vit. C'est de l'aider à faire face à ses propres enjeux, à développer ses propres stratégies pour qu'il devienne un adulte confiant et capable de faire face à toutes les situations qui se présentent à lui ou à elle. Et ça ne veut pas dire de lui donner un bac à outils extrêmement rempli. C'est de l'aider à voir que malgré ce qui se passe, malgré ce qui peut lui arriver, malgré les enjeux avec lesquels il vit, il y a les capacités, les ressources internes et les ressources externes pour faire face à ces enjeux-là. Voilà, fait que j'espère que ça l'a répondu. OK, je passe à l'autre question parce que, mon Dieu, j'y arriverai pas. Je ne vais pas vous faire un podcast de 2 heures. Comment protéger l'estime de soi de mon enfant lorsqu'il sera exposé à la réalité de ville, entre guillemets, lorsqu'il ira au secondaire étant un enfant de campagne, entre guillemets? Ça, c'est une autre réalité. Ça peut être parce que ton ado, en fait, était au primaire dans une école justement plus rurale, de campagne, et qui s'en va dans une école privée, plus dans un milieu plus de grande ville, ou peu importe, ou que ce soit privé ou public, tu sais, il change d'école pour s'en aller dans un autre milieu. En fait, j'ai envie de poser la question. Le fait que ton enfant, ton ado, s'en aille dans une grande ville ou s'en aille dans un milieu comme ça, qu'est-ce qui t'inquiète, toi? On se rappelle que c'est un parent qui a posé cette question-là, OK? Donc, c'est parce que le parent est préoccupé. Donc, si toi, tu es le parent et que tu te questionnes, tu te préoccupes sur l'estime de toi, parce que c'est ce qui est écrit dans la question. Donc, qu'est-ce qui te préoccupe? C'est quoi les idées préconçues que tu as en ce moment? Quand tu projettes ton enfant dans cette école-là, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi les scénarios qui sont là et qui occupent une place dans ton esprit? Si les scénarios sont « Oh mon Dieu, c'est une grande ville, c'est une grande école qui va être exposée à tellement d'affaires, tellement de jugements, tellement de sollicitations, tellement de risques, de vulnérabilité. » Là, tu es dans tes scénarios à toi. OK? Là, on se ramène à la base. Est-ce que ton ado, en ce moment, a une estime de soi faible, fragile, en construction? Toutes ces réponses. Ton ado va vivre assurément des expériences challengeantes. Des fois, on a la fausse croyance que parce que notre enfant fréquente une petite école rurale, que c'est un petit milieu, que les gens se parlent un petit peu plus, donc on a plus de facilité à communiquer avec le personnel, avec les autres parents, que s'il y a quelque chose, on est capable de gérer ça plus rapidement, que nos enfants sont moins exposés à des risques plus grands. Je vous cacherai pas que oui, c'est différent, là. C'est des milieux différents. L'environnement change, l'environnement est différent. Mais ton ado serait allé dans une école secondaire rurale, il aurait été confronté quand même à des gangs, à des cliques, à la possibilité de vivre du jugement, à la possibilité de vivre du rejet, à des gens qui consomment,
à des choix délinquants, ton ado va faire face quand même à ces choses-là. C'est des choses qui se passent de façon normale à l'adolescence. L'exposition à ça, elle est donc un peu inévitable. À différents degrés, à différentes échelles, parce que c'est différentes réalités, je suis d'accord. Mais moi, ce que j'entends des fois des jeunes qui vont dans des écoles plus grandes, c'est tellement le fun d'aller en ville comme ça. Personne ne se connaît, c'est plus facile d'avoir l'anonymat. Et donc, c'est plus facile de dire, j'ai mon petit groupe d'amis qui fit avec moi, qu'on porte les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes goûts, puis on fit ensemble, on reste ensemble, puis même si je plais pas à 80% du monde qui est présent dans l'école, ces gens-là ne savent même pas que j'existe, ne savent même pas mon nom. Ils m'ont peut-être déjà croisé dans le corridor, mais ils savent pas je suis qui. Tandis que dans une petite école rurale, souvent, tout le monde se connaît, donc tout se sait. Donc, je fais un faux pas, j'ai une chicane avec quelqu'un, cette personne-là commence à parler dans mon dos, à craquer tout le monde contre moi. En pas grand temps, toute l'école est contre moi. Toute l'école sait qu'est-ce qui est arrivé. Fait que c'est vraiment des réalités différentes. Est-ce qu'il y a une réalité qui est meilleure que l'autre? Non, c'est différent. L'idée ici, puis là, la personne a demandé comment protéger l'estime de soi. J'ai envie de dire comment préparer mon ado face à ça. Parce qu'on ne peut pas protéger nos enfants. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, j'ai lu un article récemment qui parlait de ça, qui disait en fait que on voit de plus en plus de parents qui ont tendance à surprotéger leurs enfants en voulant leur éviter de vivre des situations à risque, des situations problématiques. Et en surprotégeant notre enfant, en lui empêchant de vivre ces expériences-là parce que on le sait que ça va être douloureux, on le sait que ça va être souffrant, on le sait qu'on ne veut pas que notre ado passe par là, en lui évitant de passer par ces expériences-là, on lui évite aussi des occasions de grandir, des occasions de se découvrir, d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à découvrir qui il a envie d'être comme personne. Fait qu'on ne peut pas protéger à 100% notre ado, notre enfant, mais on peut le préparer face à ces situations-là. Par exemple, si jamais tu es invité à un party, tu vas dire oui, tu vas dire non. Qu'est-ce qui fait que tu vas dire oui, puis qu'est-ce qui fait que tu vas dire non? Puis si le monde insiste vraiment, comment tu vas faire pour rester là, campé, solide sur ta position de non, j'ai pas envie, je ressens pas, j'ai un mauvais feeling, j'ai pas envie d'y aller. Et si tu t'en vas à un party puis qu'il y a des gens qui consomment, qu'est-ce que tu vas faire? Et s'ils insistent? Et s'il y a quelqu'un en état de consommation qui te propose de te ramener? Et si blablabla? Tu sais, on évalue ensemble les différents scénarios possibles pour voir qu'est-ce que mon ado ferait. C'est quoi ses réflexes? C'est quoi ses pensées? On le prépare à ces scénarios-là. OK? Puis là, je vous dis ça, on fait pas ça dans une... OK, là, chérie, on s'assoit et OK, on parle du secondaire. Là, l'année prochaine, tu vas être dans cette école-là. Fait que là, si jamais quelqu'un te propose un joint de pote, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Si jamais tu vas à un party, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? OK. C'est pas nécessaire d'aller aborder tous ces enjeux-là en une rencontre, comme je dis. C'est plus de... Premièrement, venir identifier, vous, c'est quoi? Tu sais, toi, c'est quoi tes déclencheurs comme parent? C'est quoi tes craintes, tes appréhensions, tes scénarios que tu te fais dans ta tête? Puis après ça, c'est d'aller en jaser avec ton ado graduellement, sporadiquement, occasionnellement, quand ça donne, quand il y a un sujet qui pop. Tu sais, c'est ça. De vraiment comme se fier à son instinct de parent et de se dire, de se ramener, est-ce que ce scénario-là est un scénario possible ou pas? Est-ce que c'est urgent que j'en parle maintenant? Tu sais, si mon ado, il a 12 ans, est-ce que ma plus grande peur, si c'est qu'il se fasse agresser, si c'est une fille ou peu importe, j'ai peur que ma fille se fasse agresser. Je dis une fille parce que les statistiques le démontrent, mais en fait, ça peut être vraiment un gars ou une fille. Là. Ce que je veux dire, c'est mon ado, j'ai peur qu'il se fasse agresser, mais là, mon ado a 12 ans, a embrassé son chum pour la première fois. Bon. Est-ce que, tu sais, ça me préoccupe de me dire, est-ce qu'elle est rendue là, est-ce qu'elle est à risque de... Peut-être qu'elle est plus à risque de, je sais pas moi, se faire proposer de la drogue, se faire inviter à un party ou se faire... peu importe. Fait que, encore une fois, l'estime de soi de ton ado se construit au fil de ses expériences. Donc, c'est très difficile, j'ai envie de dire même impossible, de protéger, entre guillemets, l'estime de soi de ton ado. Ça va être encore une fois en le soutenant à travers ces expériences-là. Quand ton ado va revenir à la maison en pleurs parce qu'il s'est fait rejeter, il s'est fait juger, il y a quelqu'un qui a passé une remarque contre lui, contre elle, de l'amener à voir cette situation-là différemment,
De l'aider à voir, est-ce que tu crois à cette personne-là, à quel point son commentaire a de la valeur et de l'importance pour toi, tu sais. Donc, ça va être de l'aider à construire son estime à travers ces différentes situations-là. Parce que oui, c'est une autre réalité, les écoles de ville ou de campagne, mais c'est des différentes réalités, le primaire et le secondaire, c'est différentes réalités, peu importe. Ces différentes réalités, on peut se préparer à ça, on peut aider de poser la question à notre ado, qu'est-ce qui te préoccupe toi, qu'est-ce qui t'inquiète par rapport à cette école-là? Puis d'aller le rassurer en se préparant à ces différents scénarios-là aussi. Mais encore une fois, des fois, il faut vivre l'expérience pour apprendre. OK, prochaine question. Comment maintenir la relation avec mon ado même si je dois continuer de donner des conséquences et mettre des limites? Ça, c'est drôle parce que j'ai donné une conférence il y a peut-être un mois ou deux, justement sur comment mettre des limites à son ado tout en maintenant la relation. Et ça, c'est un enjeu qui est présent. Souvent, on a l'impression, la perception, que pour garder une bonne relation avec notre ado, on se doit d'être le parent cool, chill, qui met pas trop de limites, qui laisse faire un peu. Ouais, c'est correct, vas-y, tu peux sortir jusqu'à 2h du matin, ça me dérange pas. Mais non, la réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est ton ado va maintenir une bonne relation avec toi s'il sent que si tu sens que tu l'écoutes, que tu le comprends, que tu le considères, mais que tu lui dises oui à tout, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une bonne relation avec lui ou avec elle. Par exemple, ton ado, ça va le faire chier que tu lui mettes des limites, puis que tu lui dises qu'il faut qu'il rentre avant 2h du matin parce qu'il y a l'école le lendemain. Ton ado, ça le fait chier que tu lui mettes des limites d'écran. Ça le fait chier que tu lui dises que tu remarques que quand il est avec tel ami, il change d'attitude puis de comportement. Mais c'est ta job de parent de le faire, de lui refléter ça, de l'aider à voir les impacts de ses choix, de mettre des limites pour assurer sa sécurité, son bon développement. Après ça, est-ce que c'est dire, c'est moi l'adulte, c'est moi le parent, puis c'est le même, puis c'est tout, puis t'as pas un mot à dire? Ça, est-ce que ça peut amener une bonne relation? Je suis pas sûre. Je pense que ça peut amener l'ado à beaucoup plus se refermer, se braquer, puis à dire « Ah ouais, OK, tu me dis ça, fuck off. Tu vas voir que moi, je respecterai pas tes règles. » Puis là, tu sais, il y a plus 6 ans, là. Tu peux plus l'obliger à rester dans la maison, là. Tu peux plus y arracher son téléphone des mains, là. Donc, l'important, c'est de venir expliquer, puis je le répète, j'ai une conférence, là, la personne, ou tu sais, si jamais c'est un enjeu que tu as en ce moment, j'ai une conférence complète là, de 1h30 où est-ce que je parle que de ce sujet-là. Fait que si vraiment c'est un enjeu, va voir sur mon site, là, j'ai cette conférence-là disponible, vraiment pas cher pour vrai, là, ça vaut la peine. J'ai beaucoup de parents qui l'ont écouté puis qui ont fait, ça a été mind-changing. J'ai changé mon mindset vraiment juste en écoutant cette conférence-là. C'est vraiment riche en outils et en chiffres de perception. Mais juste pour répondre globalement et rapidement, si tu continues de mettre des conséquences, de mettre des limites, mais que ces limites-là et ces règles-là font du sens parce qu'elles s'appuient sur tes valeurs, sur quelque chose qui est ancré profond à l'intérieur de toi. Parce que quand tu mets cette limite-là, c'est pas « ouais, parce que c'est le même puis c'est tout » ou « ouais, je sais, ouais, non, je pense que ça serait mieux pas ». Non, ça c'est non négociable pour moi. Puis ça va rester comme ça parce que pour moi, le respect, c'est super important. Parce que pour moi, c'est important ta santé, puis je sais que quand tu te couches tard puis que tu vas à l'école le lendemain, ça a un impact sur ton humeur. Donc, c'est de s'appuyer sur une solidité intérieure, donc sur mes valeurs, sur mes croyances profondes, sur ma posture de parent qui dit non parce que je sais que c'est pour le mieux. Et même si ça te dérange puis que ça te fait chier, je vais maintenir cette limite-là et cette conséquence-là quand même. Mais de l'expliquer à ton ado, d'expliquer le sens, le raisonnement derrière ça, puis de prendre le temps de l'écouter, puis de valider son ressenti. Je sais que ça te fait chier, je l'entends, mais de pas être une journée oui, une journée non, parce que là, je vois que je perds le lien. Ton ado va être fru après toi. Ton ado va aller s'enfermer dans sa chambre, il va te bouder, il va te parler bête. C'est sûr, ça le dérange, ça le fait chier. Fait que oui, il va réagir. Est-ce que ça veut dire qu'il t'aime plus puis qu'il te parlera plus jamais de ses affaires? Non. Par contre, s'il voit que t'es fermé à lui, à ce qu'il vit, là, ton ado aussi peut en venir qu'à se refermer puis à se fermer à toi. Fait que ça, c'est complètement un autre game. C'est pas parce que tu mets des limites ou des conséquences que ton ado va arrêter de se confier à toi.
OK, prochaine question. Comment assurer une saine gestion des écrans sans tomber dans l'interdiction totale? Ouh! OK. On est encore là dans ne pas tomber dans les extrêmes. On ne veut pas tomber dans « vas-y, fais ce que tu veux, je te laisse ton sel, amuse-toi, puis je m'en fous de ce que tu fais ». Puis on n'est pas dans « OK, ben tu as eu un mauvais comportement et je l'enlève ton sel puis tu n'y as plus droit pendant 1 an ». Il y a une nuance à faire, OK? Le cellulaire, les écrans, les jeux vidéo, tout ça, c'est un outil, un objet de privilège. À mes yeux à moi, là, je vous partage mon point de vue à moi, OK? Aller faire du vélo en ville avec ses amis, c'est un privilège. Aller au skatepark, c'est un privilège. Dépendamment comment qu'on le voit, là, mais tu sais, ça se peut aussi que ces games de hockey, ce soit un privilège, selon ce qui a été établi, selon votre perception aussi. Un dessert, c'est un privilège. Quoi d'autre? Vous comprenez? T'sais, en fait, l'idée, c'est de venir dire cet objet-là est un objet qui permet à mon ado de connecter avec ses amis, qui permet à mon ado de se laisser aller l'esprit, de changer les idées, de décompresser, d'avoir du fun. Mais il y a beaucoup l'aspect communication avec les amis aussi. Donc, quand on retire l'objet, on retire un plaisir, on retire du fun, mais on retire aussi l'accès aux amis. Fait que c'est sûr que quand vous retirez le cellulaire, c'est comme de dire « tu vas pas au party à soir ». J'empêche mon ado d'avoir accès à ses amis. On se rappelle qu'à l'adolescence, l'appartenance à un groupe social est hyper importante. Fait que c'est sûr que ton ado va réagir parce que tu l'empêches d'aller voir ses amis, tu l'empêches de communiquer avec ses amis via son cell. Okay? Tu l'empêches d'avoir du fun en jouant à des jeux vidéo, comme si tu l'empêchais d'aller au cinéma avec des amis parce que c'est ça qui lui procure du fun. Donc, c'est un privilège et il faut le voir de cette façon-là, selon moi. Donc, il faut encadrer ça. Si je te permets d'aller au skatepark avec tes amis, ben je te permets d'y aller peut-être en te disant « faut que tu mettes ton casque », en te disant « je vais te chercher à telle heure », en te disant « tu restes au skatepark, je veux pas que tu ailles traîner au centre-ville partout ». Je mets des limites autour de ce privilège-là. Je te donne de l'argent pour aller magasiner, c'est un privilège. Je vais encadrer ce privilège-là. Je vais encadrer dans quoi je veux que tu dépenses l'argent, à quelle boutique je veux pas que tu ailles, que je veux pas que tu t'achètes des articles de vapotage avec, que je veux que tu reviennes à telle heure du centre d'achat. Le cellulaire, les jeux vidéo, c'est la même chose. Et on peut venir encadrer qu'est-ce qui arrive si on bascule de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui arrive si je vois que tu as dépensé plus d'argent? Qu'est-ce qui arrive si je vois que tu as pris l'argent pour aller t'acheter des trucs de vapotage? Qu'est-ce qui arrive si finalement tu es allé au skatepark puis tu as consommé? Qu'est-ce qui arrive si finalement tu es allé au cinéma avec des amis, mais vous n'êtes pas resté au cinéma, vous êtes allé faire du grabuge dans les rues autour puis déranger le quartier qui est autour du cinéma? Qu'est-ce qui arrive si tu dépasses ton temps d'écran? Qu'est-ce qui arrive si tu vas sur des applications que je ne veux pas? Qu'est-ce qui arrive si tu poses des choses qui sont inadéquates? Qu'est-ce qui arrive si tu pognes les nerfs après ton jeu vidéo? C'est toute la même chose. Donc, j'encadre, je mets des règles, je sensibilise sur les comportements qui sont attendus et ceux qui sont inacceptables et je prévois qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas respecté. Si l'encadrement qu'on a mis ensemble, si mes attentes n'ont pas été respectées. Donc, si tu ne respectes pas ton temps d'écran, si tu pognes les nerfs après ton jeu vidéo, ça se peut que je t'enlève ton prochain temps d'écran. Ça se peut que je confisque ton téléphone pour 24 heures. Ça se peut que tu sois privé de sortie plus tard. Ça se peut que, vous comprenez, on enlève ensuite le privilège parce que l'ado n'a pas respecté les limites. Donc, évitons d'être dans l'extrême. Je t'enlève ton sel pour 1 mois parce que c'est comme de dire je t'empêche de sortir de la maison et de voir des amis pendant 1 mois. OK? Évitons de tomber dans l'interdiction totale et soyons plutôt dans la sensibilisation, l'éducation sur ce qui est attendu comme comportement avec ce privilège-là et préparons le faux pas, préparons le fail que j'aime dire, préparons le moment où ça risque de pas être respecté, où ça risque de pas bien aller. Ça va être beaucoup plus facile, puis je reviens à l'autre question d'avant, ça va être plus facile pour toi après ça de dire à ton ado je maintiens ma limite et je maintiens ma conséquence. C'était clairement établi que si tu ne respectais pas telle limite, que si tu ne respectais pas tel comportement attendu, c'était clairement établi que je te retirais ton sel pour 24 heures. C'était clairement établi que les jeux vidéo allaient sortir de ta chambre ou que je t'enlevais ton prochain temps d'écran. On s'en était déjà parlé. Puis je sais que ça te dérange, je sais que ça te fait chier. Mais c'est comme ça, on en avait parlé.
Voilà. Ah, ça aussi, je pourrais tellement faire une autre conférence là-dessus. Comment assurer une saine... Ah non, ça on vient de dire. OK. Comment réagir quand je vois que mon enfant a fait une erreur, je le mets en guillemets, OK? Ou une expérimentation qui a des conséquences. Et là, la personne parle de consommation, délinquance, skip des cours. Donc, quand je vois, je reviens. OK, je reviens au concept de base de l'adolescence. Mon ado est en train de construire son identité. Et pour construire son identité, mon ado a besoin de vivre des expériences. C'est tellement beau pour ça, l'adolescence. Moi, c'est ma phase de vie préférée, de 12 ans, genre jusqu'à 20 ans, là, tu sais, de l'âge de l'adolescence, le secondaire, les études postsecondaires, cégep, université. C'est tellement, là, je trouve tellement que c'est une belle période de vie parce que c'est une grande étape de découverte de soi. Puis, se découvrir, ça se passe pas en lisant un livre puis en faisant comme « Ah, OK, ouais, c'est ça l'étape, OK, il faut que je... OK, oui, ma valeur, c'est blablabla. » Ça se fait pas par des petits exercices de même. Ça se fait pas parce que mon parent me dit que c'est important, telle valeur. Ça se fait pas... En fait, ça se fait parce que je vais être confrontée comme personne à des situations de vie qui vont m'amener à prendre du recul puis à me questionner. Ça vient chercher quoi ça en dedans de moi? Pourquoi ça me fait réagir? Qu'est-ce que ça vient développer comme force, comme compétence? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière sur moi, sur mes valeurs, sur qui je suis et qui j'ai envie d'être plus tard? Quel genre de relation j'ai envie de développer? Est-ce que je suis bien finalement dans ce genre de relation-là? Si ton ado ne vit aucune expérience, il va beaucoup moins se connaître qu'une personne qui a vécu plus d'expériences. Donc, on en veut des expériences. Par contre, on veut des expériences sécuritaires. Donc, j'ai mis le mot « erreur » entre guillemets parce que pour moi, ce n'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Ton ado est en train de vivre des apprentissages. Est-ce que la consommation, la délinquance, le fait de skipper des cours, de peut-être, donc de s'absenter de l'école, de peut-être être même expulsé, échouer une année, tout ça, ça a des conséquences qui, à nos yeux d'adultes, ont des répercussions plus grandes parce que les impacts et les risques sont plus grands pour la sécurité, pour le développement. Un ado qui ne va pas à l'école, c'est démontré là, au niveau du décrochage qu'il y a plus de risques à long terme. Quoique moi, je crois sincèrement qu'à tout âge, à tout moment de notre vie, on peut complètement changer. On peut être un décrocheur et devenir un entrepreneur très prospère à 20, 25, 30 ans, 40 ans. Fait que pour moi, il n'y a rien qui est jamais joué. On a toujours la marge de dire, même si j'ai eu ça, même si les statistiques disent que, je peux décider qui j'ai envie d'être à n'importe quel moment de ma vie. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre ado expérimente, mais en toute sécurité. Et c'est là où j'aime beaucoup l'approche de réduction des méfaits qui est beaucoup utilisée dans la consommation. On va venir sensibiliser et informer sur les risques potentiels et après, on va remettre le choix entre les mains de la personne. Puis ça, si vous avez des ados, troubles d'opposition, comportement d'opposition, c'est une approche qui est gagnante. On n'est pas en train de dire « il faut pas que tu fasses ça »,« tu devrais pas faire ça »,« si tu fais ça, c'est sûr qu'il va arriver ça ». On n'est pas à essayer de faire peur, on n'est pas à vouloir interdire. On est à informer sur les différentes conséquences possibles, les différents impacts possibles. Si jamais tu continues à manquer des cours, qu'est-ce qui va arriver selon toi? Ben là, je vais être expulsée, puis je vais pocher mes cours, puis là, ben, je vais échouer mon année, puis ben au pire, je vais lâcher l'école, OK? Puis après, il va se passer quoi? Ben, je sais pas, là, au pire, je vais aller faire mes cours aux adultes, puis j'irai faire je sais pas quoi après, OK? Est-ce que ça se peut que le fait de décrocher puis de pas être à l'école, ça fasse que tu aies envie de chiller avec tes amis à la longueur de journée, puis que tu sois encore plus dans la consommation? Ben ouais, c'est sûr, ça se peut. OK. Est-ce que ça se peut que ça te fasse peur puis que finalement tu te dises « Oh boy, OK, j'ai pas d'argent qui rentre, je fais rien de ma vie, il faudrait que je me trouve un travail », puis que là, tu sois un peu porté à vouloir aller te chercher une job? Ouais, ça se peut. OK. On évalue les différentes options possibles. Et après, on le laisse dire « Ben écoute, il y a ces impacts-là possibles. Il y a des impacts qui sont le fun, puis il y a des impacts qui sont moins le fun. » Si tu consommes, il y a des impacts le fun. Il y a des impacts moins le fun aussi. Je te sensibilise aux impacts de ça. Et je te fais confiance que tu vas faire les bonnes décisions et que si tu te trompes, encore une fois, je le mets en guillemets,
Si tu réalises que tu as fait un choix qui t'a amené avec des impacts négatifs, des impacts désagréables, je suis sûre que tu vas apprendre de ça. Et si c'est pas le cas, moi comme parent, je vais être là avec mon ado pour dire « Ouais, il est arrivé ça, tu t'es fait expulser de l'école, ouais, ok, on fait quoi maintenant? Comment moi je peux t'aider là-dedans? Tu as envie de faire quoi? Qu'est-ce que tu vois pour la suite? » Donc, de se détacher un peu de nos peurs de parents, et ça, là, je vous le dis, là, c'est challengeant, là. C'est crissement challengeant. Parce que comme parents, on est souvent dans nos peurs. On veut, encore une fois, protéger notre ado de vivre ces expériences-là. Mais encore une fois, c'est de se rappeler que c'est inévitable à différents degrés que mon ado va être exposé à ces situations-là et je veux pouvoir faire confiance au jugement de mon ado. Puis là, je sais, j'en entends dire « Ben Stéphanie, je peux pas avoir confiance au jugement de mon ado. Il m'a tellement déçu par le passé, il a tellement fait des mauvais choix. » Ben, s'il a déjà fait des mauvais choix, merci. On va essayer d'utiliser ces mauvais choix-là comme des occasions d'apprentissage pour pas qu'il refasse encore ces mauvais choix-là. Tu te rappelles la dernière fois quand il est arrivé telle situation, il est arrivé aussi telle conséquence après, hein? Je suis pas mal sûre que tu n'as pas envie de revivre ça. Comment tu vas faire pour pas revivre ce genre de situation-là? Je vous rappelle, on veut que notre ado ait confiance en ses capacités. On veut booster au maximum sa confiance en ses capacités. Je sais que si tu es face à une situation, tu vas venir chercher toutes les ressources intérieures et toutes les ressources extérieures autour de toi pour t'aider à surmonter cet enjeu-là. J'ai aucun doute. Ben là, il faut être convaincu aussi comme parent. Fait que voilà. OK, j'essaie tellement de répondre rapidement parce que je ne veux pas, encore une fois, prendre plein de votre temps puis au pire, avancer si vous voulez écouter la prochaine question. Comment pallier au rôle parental absent ou défaillant quand on est séparé? Ça, c'est drôle parce que c'est aussi un sujet de conférence que je prépare prochainement, dépendamment quand vous écoutez le podcast. Peut-être que l'épisode sera déjà sorti puis vous pourrez l'écouter. Pas l'épisode, mais la conférence. Comment... la dualité, ok, c'est ça le nom. La dualité de la coparentalité. Et je parle justement dans cette conférence-là de quand on est des parents ensemble, oui, ça va bien, généralement, mais ça se peut qu'il y ait des conflits et des tensions parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs puis le même bagage de vie non plus, ou la même vision d'éducation. Quand on est des parents séparés, ça se peut qu'on s'entende bien, ça se peut qu'on n'ait pas des visions pareilles non plus. Et quand on est reconstitué, donc avec un nouveau parent qui arrive dans le décor et qui joue le rôle de beau-parent là, avec nos enfants, ou que nous, on devient le beau-parent des enfants de notre conjoint, notre conjointe, tout ça, c'est une dynamique très complexe et en même temps, j'ai envie de dire, quasiment simple. Pourquoi? Attends un petit peu. Je m'excuse, j'ai un petit peu la voix qui raille. Je reviens de donner une conférence, pas une conférence, une chronique à la radio aussi, fait qu'on dirait que ma voix est sollicitée depuis tout le matin. Je suis désolée pour ceux qui m'écoutent. Donc, le rôle parental, OK, je ramène ça à... Je ramène tout le temps ça à la même chose, là, vous allez être tanné de m'entendre dire ça, mais je te ramène à toi. Toi, tu as le pouvoir sur toi. Tu n'as pas le pouvoir, oui, en te changeant toi, tu vas influencer la dynamique avec ton ado, tu vas influencer la dynamique familiale et tu vas assurément influencer la dynamique avec l'autre parent. Mais tu n'as pas le contrôle sur les comportements de ton ado, comme tu n'as pas le contrôle sur les comportements de l'autre parent. Quand l'autre parent est absent, il y a comme un trou, il y a comme un vide, là. Tu sais, c'est comme si on voudrait être soutenu, mais il n'y a même pas cette possibilité-là. Quand on est deux parents, peut-être ensemble ou séparés, des fois, on le sait qu'on n'est pas soutenu, qu'on est tout seul à gérer tout ça, parce qu'on sait que l'autre parent ne peut pas jouer ce rôle-là, ou le jouera pas, le veut pas, peu importe. Mais quand l'autre parent n'est pas là, c'est comme s'il manque. On cherche quelque chose à s'accrocher. Il nous manque de quoi? Puis c'est comme si on se dit, peut-être que si l'autre parent était là, ça serait mieux. Peut-être que l'autre parent m'appuierait là-dedans. Peut-être que l'autre parent pourrait me soutenir financièrement. Peut-être que. On est dans les peut-être que parce que, comme l'autre parent n'est pas là, on ne le sait pas. On ne sait pas comment aurait été notre réalité avec
la présence de ce parent-là. Et on se retrouve parfois avec une pression énorme parce que justement, on doit porter ça tout seul. Je ramène encore une fois à toi. Est-ce que tu es obligé de tout porter tout seul? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te soutenir dans ton entourage? Que ce soit dans ta famille, dans tes amis. Des fois, c'est ton ou ta meilleure amie qui va être le deuxième parent, en quelque sorte, de ton ado parce qu'il va être tellement proche, qu'il va développer une belle relation de confiance, puis ça va devenir le modèle de ton ado. Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est le parent d'un ami? Ton ado peut développer une relation significative avec n'importe quel adulte qui va venir réparer en quelque sorte ce lien relationnel-là, ce lien parental-là en quelque sorte. Donc, oui, il y a moyen d'aller chercher du soutien pour ne pas tout porter tout seul, mais aussi, moi comme parent, j'ai envie d'agir comment? Ne pas chercher, ça c'est quelque chose que je vois souvent, ne pas chercher à compenser l'autre parent qui est absent ou qui est défaillant. Parce que l'autre parent n'est pas là, ben là, je vais en porter plus. Ben là, je vais être le bon cop puis le bad cop en même temps. Je vais jouer ce rôle-là puis ce rôle-là, puis là, on devient confus puis c'est lourd à porter. Toi, là, t'as envie de jouer quel rôle parental? T'as envie d'avoir quelle posture face à ton ado? T'as envie d'y inculquer quelle valeur? L'autre parent, là, il fera sa job s'il existe, puis s'il est encore dans le décor, il fera sa job. Puis même si sa job te convient pas, puis que tu fais comme moi, c'est un peu ordinaire comment il agit avec mon ado, je le vois que ça a des répercussions quand mon ado, il revient de chez l'autre parent. C'est hyper challengeant, mais je répète, tu n'as pas le contrôle sur cet autre parent-là. OK? Il a son propre chemin de vie, il a son propre bagage de vie, il va vivre ses propres expériences avec ton ado. Et toi, tu as envie d'avoir quelle relation avec ton ado? Tu as envie d'être là comment pour ton ado? Fait que je pourrais vraiment m'éterniser beaucoup sur cette question-là. J'ai envie de dire, si c'est un sujet qui t'interpelle beaucoup, ben j'ai ma conférence qui s'en vient ou qui sera peut-être sortie quand tu vas écouter l'épisode aussi, la dualité de la coparentalité. Parce que c'est un sujet tellement large que je trouve ça difficile d'y répondre, mais bref, je te ramène à toi. Ne pas chercher, je relis le début de la question, comment pallier? Ne cherche pas à pallier. Ne cherche pas à pallier au rôle de l'autre parent. Reste dans ton rôle à toi, ta posture à toi. OK. Comment garder la relation avec mon ado quand on est dans une situation de conflit parental, aliénation, conflit de séparation? Bon. Ça revient un petit peu à ce que je disais juste avant. OK, quand on parle d'aliénation parentale, conflit de séparation, conflit de loyauté, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser pour ça. Dans le fond, c'est vraiment quand il y a un des parents qui dénigre l'autre parent et qui implique les enfants dans le conflit de séparation. Donc, qui va parler en mal de l'autre parent devant les enfants, qui va critiquer les décisions de l'autre parent, qui va rabaisser, juger. Puis des fois, on s'en va même dans l'espèce de chantage émotif. Tu sais, comme, ben là, si tu retournes chez ta mère ou chez ton père, moi, je voudrais plus te revoir, je veux plus que tu reviennes ici, je t'aimerais plus. Tu sais, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver quand on est vraiment dans l'aliénation parentale. C'est tellement facile de s'embarquer là-dedans parce que on est un petit peu sur la défensive, on va se le dire, là, je me fais attaquer. Je sais, j'entends mon ado me dire « Ouais, mais de toute façon, papa, il l'a dit, là, que t'as une crise de folle, toi, tu fais tout le temps des dépenses inutiles, nanana. » Pardon? C'est sûr que ça me donne envie de réagir. C'est sûr que je tombe en mode défensif, voyons donc. Mon ego est menacé, ma personnalité, mes choix sont critiqués. Qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr que je tombe en mode défensif. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? L'instinct primaire va avoir envie de dire à mon ado « Ben voyons, ton père, il est pas mieux, lui, il a déjà fait ci, il a déjà fait ça, puis blablabla. » Et là, je tombe en mode attaque pour me défendre à la base. OK? Mon ado, là, il est déchiré entre ça. Pourquoi? OK, première des choses, oh mon Dieu, je préfère une autre conférence sur ce sujet-là. Première des choses, pourquoi mon ado me rapporte ces choses-là pour venir valider, entre guillemets, ce que l'autre parent a dit. Est-ce que maman, elle va donner raison à papa quand je vais lui dire ça? La façon que maman va réagir? Les arguments que maman va sortir? Elle va-tu se défendre assez pour que je la croie puis que je sois capable de dire « Ouais, non, c'est pas ça finalement, papa, il a pas raison. » Même si j'arrive à bien convaincre mon ado,
de lui montrer que c'est pas vrai, que j'ai pas fait ci, que j'ai pas fait ça, que son père c'est un menteur, mon ado reste pris entre « Ah merde, ok, fait que ça veut dire papa c'est un esti de menteur. Fait que là finalement j'aime-tu mon père? Je fais quoi? Ben là ma mère elle vient de me dire qu'elle a pas fait ça. Ouais, mais en même temps elle a sûrement fait d'autres choses aussi. » Et ça met mon ado dans une position très délicate. On veut pas ça non plus. Première des choses, je me sens activée parce que l'autre parent a dit quelque chose sur moi. Je tombe en mode défensif. Première des choses, essayez de prendre du recul. Je veux pas le savoir ce que ton père dit sur moi. Stop. On met fin à la conversation. Je m'en vais, je me retire, je me gère parce qu'évidemment, ça vient créer plein de choses à l'intérieur de moi, plein d'émotions. Je viens faire descendre cet état défensif-là. Je me ramène à mon rôle de parent. Attends, j'ai-tu à me justifier, moi, auprès de mon ado? Non. Parce que moi, au fond de moi, là, je le sais qui je suis. Je sais que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je sais ce que je vaux, je sais ma valeur. Je n'ai pas besoin de me défendre ou de me justifier. Ça, c'est quelque chose qui se travaille en intervention individuelle pour que toi, tu reprennes cette confiance-là en toi. Parce que souvent, dans des situations comme ça, il y a eu un bagage relationnel plus malsain, j'ai envie de dire, et il faut déconstruire ces phrases-là, ces patterns-là qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, je t'invite, si c'est ton cas, à aller chercher du soutien pour retrouver cette confiance-là que tu as en toi et en ton rôle de parent, pour que quand ton ado te ramène des propos comme ça ou qu'il arrive des situations comme ça, ben t'es pas déclenché automatiquement, t'es comme bon. Et là, j'ai envie de te dire, pourquoi tu penses que l'autre parent agit comme ça? Pourquoi tu penses que l'autre parent a amené ça à ton ado? Parce que l'autre parent, là, ton ex-conjoint, ex-conjointe, vit beaucoup d'insécurité. Si l'autre parent était pleinement confiant dans l'amour que son ado lui porte, dans son rôle de parent, il ne ressentirait pas le besoin de te dénigrer et de te critiquer devant ton propre enfant. Fait qu'au final, là, c'est pas pantoute contre toi. C'est pour se protéger lui ou elle qui fait ça. C'est parce que l'autre parent vit plein d'insécurité dans son rôle de parent, puis dans l'amour ou dans la relation qu'il a avec son enfant. C'est zéro contre toi. Tu es un instrument qu'il utilise pour booster sa confiance, pour venir valider le fait qu'il est un bon parent. T'as pas à te justifier par rapport à ça. Fait que reviens dans ta confiance à toi, dans ta confiance en tant qu'humain, en tant qu'humaine, et ta confiance dans ton rôle de parent. Et n'entre pas dans l'argumentation ou la justification. Puis même, le plus beau cadeau que tu peux faire à ton ado, c'est de le sortir de ça en disant « Tu sais-tu quoi? Moi, je m'en fous de ce que papa ou maman a dit, là. Là, on est ensemble, toi puis moi, puis j'ai envie qu'on ait des bons moments. OK? Si toi, tu as des questions sur moi, si tu veux me parler des choses qui te préoccupent, je t'invite à venir m'en parler, puis ça va me faire plaisir. Mais je veux pas savoir qu'est-ce que papa ou maman a dit sur moi. » Fait que, globalement, j'ai envie de répondre ça. OK. Puis, by the way, si c'est une situation de vraiment d'aliénation parentale, il y a des interventions à faire, il y a des signalements aussi qui peuvent être faits à la DPJ pour que l'autre parent, que la situation soit évaluée en fait, puis que l'autre parent ait peut-être des sanctions ou que l'enfant soit sorti de ça parce que ça peut être très destructeur sur l'estime de soi d'un enfant d'être pris dans ce genre de conflit-là. Vraiment, là, c'est épouvantable. On veut pas que l'enfant vive ça. OK. Pourquoi mon ado me fait réagir autant? Ça, j'allais tellement aimer cette question-là. Pourquoi mon ado me fait réagir autant que ça? OK, je répète ce que j'ai dit en début. Ton ado est le reflet de ce que tu as à travailler comme personne. Oui, tu es un parent, mais tu es d'abord un humain, une personne. Et dans ta vie en général, que ce soit avec tes enfants, avec tes collègues de travail, avec tes partenaires, avec ta famille, tu vas être confronté à des situations qui vont t'amener à travailler ces enjeux-là que tu as à travailler. Encore une fois, ça, c'est ma perception de la vie, OK? Mais je crois sincèrement que si tu veux être une personne qui est plus capable de mettre ses limites, tu vas vivre des situations où tu dois apprendre à mettre tes limites. Si tu es une personne qui doute beaucoup de toi, tu vas être face à des situations où tu dois reprendre confiance en toi et être moins dans le doute. Si tu es une personne plus colérique, impulsive, réactive, tu vas être face à des situations qui t'amènent à être colérique, impatiente et impulsive
pour travailler cet enjeu-là et être plus patiente, plus en contrôle de toi. Donc, ton ado fait partie de ces situations-là qui vont arriver pour faire face à ces enjeux-là. Pour mettre en lumière, hop là, il faut que je travaille ma patience. Hop là, il faut que je travaille mes scénarios catastrophes et mon anxiété. Hop là, il faut que je travaille ma confiance et ma solidité. Donc, pourquoi ton ado te fait réagir autant? Ben, c'est une question à te poser. Pourquoi? Pas pourquoi ton ado. Pourquoi ça me fait réagir? Pourquoi ce comportement-là de mon ado me fait autant réagir? Qu'est-ce qui explique que ça, là, c'est un méchant déclencheur pour moi? OK? Encore une fois, on peut aller voir les valeurs qui sont derrière ça. Hey, parce que moi, pour moi, le respect, c'est hyper important. OK. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où tu sens que tu as subi un manque de respect et que tu n'as peut-être pas intervenu, tu as laissé ça aller? Est-ce que tu te respectes toi-même d'abord? Donc, c'est d'aller voir un peu ces enjeux-là parce que ton ado te fait réagir, mais si moi, ben là, c'est un mauvais exemple, le respect, mais admettons, là, pour moi, la propreté, mettons que je m'en fous. Je m'en fous que mon ado ramasse pas ses bas. Ben, dans une autre maison, un autre parent va tilter quand son ado ramasse pas ses bas parce que pour ce parent-là, c'est important d'avoir un environnement propre. Ça joue sur sa santé mentale d'avoir un environnement propre. Mais on est deux personnes différentes. Fait que pourquoi ça challenge plus ce parent-là que moi? Parce qu'on est deux personnes différentes. Est-ce que ce parent-là doit apprendre à diminuer ses standards, à être moins dans la réaction, à être moins dans l'attente que tout le monde soit parfait? Est-ce qu'il a besoin de travailler son perfectionnisme? Peut-être. C'est à lui de le voir. Donc, pose-toi la question, pourquoi ça me fait réagir autant? Mon ado se referme et ne me parle plus. Est-ce que je dois m'inquiéter? Ça dépend. Ça dépend. En fait, on s'inquiète quand il y a un changement de comportement brusque, radical. Mon ado avait l'habitude de toujours sortir avec ses amis. Il commence à s'isoler, à se renfermer dans sa chambre. Mon ado venait toujours s'asseoir avec nous pour souper. Il commence à aller dans sa chambre. Mon ado était quelqu'un de très, très, très volubile. Parlait. Et là, parle plus. Il n'y a plus un son qui passe. Donc, est-ce que c'est un changement de comportement ou mon ado a toujours été plus solitaire, renfermé dans sa bulle, a jamais vraiment parlé de ce qu'il vit? Ben non, j'ai envie de dire, on s'inquiète pas vraiment. On a souvent comme croyance que, moi j'ai souvent des parents qui viennent me dire « J'aimerais ça que mon ado te rencontre pour qu'il y ait quelqu'un à qui parler. » Puis souvent je leur dis « Tu sais, ça se peut que on fasse une rencontre ensemble, puis que ce soit suffisant parce que à cette rencontre-là, ton ado, on va déterminer ensemble c'est quoi ses moyens pour extérioriser ses émotions, puis prendre du recul sur ce qu'il vit. Parce que ça se peut que parler, ce soit pas son truc à lui ou à elle. Mais peut-être qu'écrire, peut-être que faire du sport, se défouler, peut-être que se changer les idées, peut-être que faire du macramé, que faire des Legos, des puzzles, c'est son moyen pour canaliser son énergie, ses émotions, puis sortir ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc, parler de ce qu'on vit, ce n'est pas le seul et unique moyen pour extérioriser ses émotions. Donc, est-ce que je dois m'inquiéter? Pas nécessairement. Est-ce que c'est dans ses habitudes ou pas? Ton ado qui se referme, honnêtement, ça c'est normal parce qu'il devient un ado, il n'a plus envie trop que tu fasses partie de sa vie. J'ai envie de dire, des fois, c'est juste de saisir les petits moments, les petites occasions où est-ce qu'on est comme plus avec notre ado informellement, plutôt que d'aller s'asseoir sur son lit et dire « Bon, là, il faut qu'on se parle, comment était ta journée? » Mais plutôt, tu sais, je vais le porter chez son ami, justement, ou je vais le porter à son travail ou à l'école, puis c'est quoi que tu as comme cours aujourd'hui, comment a été ta pratique de basket hier, tu sais, de poser ces petites questions-là, ou tu sais. Puis ça peut être nommé directement, écoute, je le vois que tu te refermes, on dirait, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que tu veux pas m'en parler, puis c'est correct si tu veux pas m'en parler, mais moi, ça m'inquiète. Je veux juste être sûre que tu as quelqu'un d'autre avec qui parler de ça. Donc, ça peut être juste d'aborder un peu ces sujets-là. Encore une fois, c'est pas nécessaire que ton ado te parle, mais il faut s'assurer qu'il y ait au moins un bon moyen qui est sain et sécuritaire pour lui ou pour elle pour extérioriser les émotions, faire sortir ce qui se passe dans sa tête aussi. Je me pogne constamment avec mon ado. Est-ce que je dois abandonner et le laisser faire tout ce qu'il veut? Je reviens. Non, on ne veut pas être dans les extrêmes. On ne veut pas être dans le contrôle, dictature extrême, puis on ne veut pas être dans le laxisme et le laisser aller complètement. Parce que ton ado, même si ça le fait chier, je le répète, il a besoin d'une structure, d'un cadre, d'une routine, il a besoin de limites claires, mais il n'a pas besoin de se faire imposer quelque chose. Il a besoin de sentir que ça fait du sens pour lui ou pour elle. Il a besoin de sentir que
t'écoutes aussi qu'est-ce qui se passe dans son univers à lui ou à elle, que tu es conscient que ça fait pas l'unanimité, puis que tu veux entendre son point de vue aussi. Ton ado, s'il ne respecte pas les règles, ben ça se peut qu'il soit dans un mode « fuck off, de toute façon, mon père, ma mère fera rien parce qu'elle fait jamais rien. Des fois, elle dit qu'elle va faire ça, finalement, elle le fait pas. Elle me dit que je pourrais pas aller chez mes amis, finalement, elle me laisse aller chez mes amis. » Fait que de retrouver cette solidité de parent-là d'abord, de retrouver le rôle de parent que tu as envie d'être. Si je te pose la question, est-ce que tu as envie d'être ce genre de parent-là, militaire, qui impose, qui donne pas de choix, pas d'option? Est-ce que, à l'inverse, tu as envie d'être ce parent-là qui se crisse de tout ce que son ado fait? Puis qui laisse aller, puis qui s'en fout, puis qui se barre. Tu te pèteras le nez, m'en fous. Est-ce que tu as envie d'être ce genre de parent-là, au fond de toi? Je suis pas mal sûre que la réponse, c'est non. Fait que là, on va venir travailler à te reconnecter à ton parent idéal. Le parent qui est là à l'intérieur de toi, le parent que tu as envie d'être et que tu sais que tu peux être, on va le retrouver. Il est là, il est à quelque part, puis il y a moyen de le faire ressortir. Puis quand ce parent-là va être là, je te jure que ton ado va changer sa dynamique avec toi. Assurément. J'ai déjà entendu un jeune me dire « Moi, mes parents, ils m'aiment pas. » Puis j'ai demandé, puis j'ai dit « Qu'est-ce qui te fait dire que tes parents, ils t'aiment pas? » Puis il m'a dit « Ben, ils s'en crissent de ce que je fais. Ils me laissent faire qu'est-ce que je veux. Je peux rentrer à l'heure que je veux, je peux être avec qui je veux, je peux faire ce que je veux. Ils s'en foutent. Ils me demandent même pas qu'est-ce que je fais, j'étais où avec qui. » Ça m'a tellement brisé le cœur. Puis c'est selon moi une des plus grandes preuves qu'il ne faut pas les abandonner, nos ados. OK, je termine avec ça parce que j'ai une rencontre dans 2 minutes. Mais la dernière question, je la trouvais tellement drôle. L'adolescence, est-ce que ça finit par passer avec plein de points d'interrogation? Oui, ça finit par passer, l'adolescence, mais c'est pas obligé d'être « je me ferme les yeux pendant que l'adolescence, ça passe, puis à un moment donné, ça va être fini, puis OK, c'est correct, je vais pouvoir respirer. » C'est pas obligé d'être comme ça. Il y a moyen qu'on traverse l'adolescence avec de la douceur, de la conscience, de la compréhension, de la compassion pour soi puis pour son ado. Fait que j'ai vraiment envie de te dire, l'adolescence, c'est selon moi une des plus belles phases de vie parce que ton ado est en train de construire son identité d'adulte, mais il a encore besoin de toi. Et pour devenir un adulte épanoui, il y a besoin que tu sois un parent conscient et épanoui également. Fait que tout part de toi. Oui, j'ai des accompagnements pour les ados seulement parce que des fois, il y a des enjeux que c'est vraiment les ados qui ont besoin de travailler eux-mêmes, puis les parents travaillent leurs enjeux de leur côté. Mais c'est très rare que les ados avec qui je travaille... En fait, les ados avec qui je travaille, ils ont des super... J'aime pas le mot résultat. Ils ont des super beaux effets. On remarque des super beaux changements parce qu'ils sont soutenus par des parents qui font eux aussi ces changements-là. Fait que j'ai rarement des ados qui ont des beaux changements, mais que le parent, c'est comme plus un parent, on va dire, défaillant, là. Mais, encore une fois, il y a moyen, quand l'ado devient un adulte, si on a mis en place des bases solides, même s'il y a un parent défaillant, cet ado-là, il y a moyen qu'il devienne un adulte épanoui parce qu'il va avoir eu des bases, il va avoir rushé un peu plus, mais il peut devenir un adulte épanoui quand même. C'est ça qui est beau. Fait que ça veut dire que même toi, comme parent, malgré tout le bagage que tu as eu comme enfant, comme ado, tu as la possibilité de devenir cette personne-là, ce parent-là que tu as envie d'être. Moi, j'y crois profondément. Fait que si tu as des sujets là-dedans qui t'ont interpellé plus que d'autres, écris-les-moi en commentaire, viens m'écrire en privé, visite mon site pour voir toutes mes conférences, mes programmes d'accompagnement qui sont offerts. Je vous dis, je porte en moi une mission très grande d'aider, de soutenir les ados, les parents d'ados dans cette magnifique phase de vie-là qui peut être super rushante, mais qui est incroyablement belle. Fait que venez connecter avec moi, ça me fait toujours un très grand plaisir. Si vous êtes un intervenant qui travaille avec les ados, j'ai aussi l'accès à mon programme pour les ados, justement, que je vous donne accès. En fait, je vous le vends avec une formation, je vous le donne pas, mais je vous le vends avec une formation pour que vous puissiez l'utiliser à votre tour avec votre clientèle, parce que plus qu'on est à impacter les ados, plus qu'on fait une génération d'adultes grandiose. OK, je vous laisse, puis on se revoit pour le dernier épisode de la saison dans un prochain épisode prochainement. Je sais pas quelle date. Salut tout le monde!